version courte de la Brabançonne. Version raccourcie de la Brabançonne, effectivement, c'est à nouveau une question de timing. La Brabançonne qui sera jouée à nouveau tout à l'heure, dans son intégralité cette fois. Ce sont là les honneurs dits réglementaires qui sont rendus. C'est à nouveau le pont de la rivière Kouai qui est ici. Nos invités discutent entre eux discrètement. Oui, c'est bien le pont de la rivière Kouai, c'est bien ça? Ah oui, mais le classique, et pas seulement. Il n'y a pas de doute, bien sûr. Nous avons droit à un pot pourri de différentes musiques, bien sûr. Certains des corps de régiment qui n'existaient pas encore en 1914, d'ailleurs. Nous avons eu droit à la marche des parachutistes, à la marche des chasseurs ardennais. Alors évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec 14-18, mais ça participe à l'ambiance. Jean-Michel Sterkendries, professeur à l'ERM qui vient de nous rejoindre. C'est vrai que ça participe à l'ambiance. On a à la fois l'ambiance placée vers le souvenir et une forme d'ambiance festive aussi finalement ici. C'est à nouveau une version plus raccourcie de la Brabançonne qui vient de nous être proposée. Un peu d'hésitation. Et d'abord. Majesté, Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Premier ministre, il y a 100 ans jour pour jour, le 4 août 1914, l'invasion de la Belgique marquait le début de la Grande Guerre. Le 4 août 1914, il y a 100 ans, jour pour jour, Jean Jaurès, apôtre et martyr de la paix, était inhumé. Il était le premier citoyen victime de la Première Guerre mondiale, conflit dont Liège et sa région ont constitué le premier champ de bataille. Parce que neutralité ne rime pas avec passivité, pendant une dizaine de jours, sous la conduite du roi Chevalier et du général Le Mans, les Belges ont tenu Liège. Ce que la résistance de Liège a offert aux Alliés, ce n'est ni 2 jours, ni 2 semaines. C'est un idéal et un état d'esprit, a écrit l'historienne Barbara Tuchman. Liège, ville francophone la plus septentrionale, où qu'on fait des mondes latins et germaniques, était sans doute désignée pour être la première métropole martyre de ce conflit. Et cela reste le destin de Liège, au cœur de l'Europe, ouverte et connectée, de résister à ceux qui représentent un danger pour la liberté. Le 4 août et les jours qui suivirent ont marqué l'internationalisation du conflit. Ils ont aussi dévoilé au monde le courage des autorités politiques et militaires, ainsi que de la population belge. Ces journées ont aussi immédiatement révélé le sort terrible que cette guerre allait réserver aux populations civiles, élément de la stratégie de l'occupant. Permettez-moi ici de saluer la mémoire du bourgmestre Gustave Kleyer. Pendant 4 ans, il exerça à merveille son rôle de premier magistrat de la cité, en exhortant inlassablement la population à garder son sang-froid pour éviter les représailles et les mises à sac. Il organisa l'assistance et la solidarité, qu'il soit à nouveau honoré. Mais ces événements allaient aussi sceller des liens heureux, profonds, puissants, indéfectibles entre Liège, la Belgique
Paris et la France. Plus que des mots, je vous invite à découvrir des images qui montrent avec force et justesse ce qui s'est passé il y a 100 ans. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Près d'1 million de soldats allemands sont sur le pied de guerre. C'est la plus grande force d'invasion de tous les temps. Le 4 août, à 9 h du matin, les premiers d'entre eux franchissent la frontière, ici, à Gemnich. Ils marchent sur Liège. Le premier soldat belge tombé sous le feu de l'ennemi, à Timister, est le lancier Antoine Fonck. Pour la défense de Liège, seuls quelques milliers d'entre eux sont sur le terrain. Ces soldats sont commandés par un liégeois, le général Lemont. Bruxelles, matin du 4 août 1914. Le temps est ensoleillé. La Chambre et le Sénat s'apprêtent à se réunir en séance extraordinaire. Vers 10 h, la famille royale arrive au Palais de la Nation, où siège le gouvernement. L'entrée du roi Albert Ier, en uniforme, sans décoration, tête haute, provoque une ovation délirante. Les applaudissements, les acclamations se prolongent de longues minutes. Lorsque le roi quitte le Parlement, l'émotion est vive, de la droite à la gauche de l'échiquier politique. Un député monte alors à la tribune et annonce que les Allemands sont à la hauteur de Verviers. Le gouverneur de la province de Liège quitte la salle, accompagné des sénateurs et des députés liégeois. Lors de cette matinée, le chef du parti ouvrier belge, Emile van der Velde, est nommé ministre d'État. C'est une décision historique, dans un pays où la loi interdit encore à un socialiste d'être bourgmestre. Le 4 août, en représailles à l'invasion de la Belgique, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Le 5 août, en début de soirée, les premiers coups de canon retentissent dans les collines autour de la ville de Liège. Très vite, la bataille fait rage. Pour les soldats belges, le choc avec l'armée allemande est rude. La victoire est loin d'être aisée pour l'ennemi. Les forts qui ceinturent la ville de Liège résistent. C'est un camouflet pour la machine de guerre allemande. Le 6 août, la cité ardente est bombardée par un zeppelin. C'est le premier bombardement aérien de l'histoire. Il fait 9 morts. Le lendemain, le 7 août, la ville tombe aux mains des Allemands. Le pont des Arches est pulvérisé. Le général Lemont se retranche à Lonsin. Ce fort, à l'ouest de Liège, barre la route de Bruxelles. À cette époque, Liège est sans doute le bastion le plus fortifié d'Europe. Un quart de siècle plus tôt, un officier de génie, Brialmont, avait fait construire, à la demande de Léopold II, un ensemble de 12 forts souterrains en béton. Ils formaient un cercle de plusieurs kilomètres autour de la ville. Les forts sont massifs, avec des coupoles équipées de canons qui émergent au moment des tirs. Leur rôle, stopper les armées d'invasion sur la Meuse et protéger le nœud routier qui mène vers Bruxelles, Namur et la France. Le 12 août, les Allemands envoient une armée de siège de 60 000 hommes à la rescousse des 40 000 engagés. Ils attaquent le fort de Pontis. Le 15, c'est le fort de Lonsin qui est sous les feux de l'ennemi. Un obus tombe sur la poudrière qui explose. C'est l'enfer. Les énormes masses de béton, les coupoles sont pulvérisées dans un vacarme assourdissant. On dénombre 350 morts et 100 blessés graves. La violence a été extrême, n'empêche. Les Allemands croyaient prendre Liège et ses forts en 2 temps 3 mouvements. C'est raté. L'armée belge a résisté de façon inattendue. 5300 soldats allemands sont morts et on ne compte plus les blessés. La Belgique est encensée dans le monde entier. Brave Little Belgium, titre la presse anglo-saxonne. On n'a pu assister à telle prouesse depuis l'Antiquité, écrit le New York Times. Pour le Times de Londres, les petits Belges ont conquis une gloire immortelle. À Paris, la rue de Berlin est rebaptisée rue de Liège et le gouvernement français décerne à la Cité ardente la grande croix de la Légion d'honneur.
24 juillet